Bonsoir Stéphane Gatignon. Bonsoir. Vous êtes maire de Sevran, en Seine-Saint-Denis, ancien communiste et puis maire aujourd'hui d'Europe Écologie Les Verts. Vous êtes né à Argenteuil, c'est un garçon de la banlieue, 41 ans. Vous venez de publier Pour en finir avec les dealers chez Grasset. Vous l'avez écrit avec un policier, Serge Supersac. On va en parler dans un instant bien sûr. Mais Sevran, c'est pas par hasard, parce qu'on parle beaucoup de Sevran. On parle un peu, après l'appel de Tulle de François Hollande, on parle un peu de l'appel de Sevran de Nicolas Hulot. On va en reparler tout à l'heure, vous allez nous dire si c'est vrai ou pas. Mais d'abord, les sujets du jour, ce sont ces déclarations de Claude Guéant qui dit qu'il faut limiter l'immigration légale et qui reçoit en retour un grand nombre de protestations indignées. On n'a pas le droit en France de dire qu'on doit maîtriser l'immigration, discuter sur l'immigration légale ou illégale ? Moi, je crois que le problème, est-ce qu'il faut poser le débat dans ces termes, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est en train... Le monde d'hier s'est écroulé. C'est-à-dire le vieux monde qu'on a connu, avec y compris une France avec des frontières. On le voit, on pourra en parler dans la question du trafic, où c'est au niveau européen. On voit un monde qui est complètement... La mondialisation, c'est pas seulement des termes, c'est aussi une réalité. Mais c'est aussi des hommes qui bougent. C'est aussi des hommes qui bougent. Il y a les désastres écologiques, et vous savez ce qui se passe au Japon aujourd'hui. Quelle va être la situation, notamment en Chine? Qu'est-ce que ça va donner en Chine quand le nuage, et qui est déjà passé en Chine, mais quand les gens vont commencer de savoir, est-ce qu'ils vont bouger et tout? Donc face à ça, on va changer de monde dans les 20 ans qui viennent. On sait qu'aujourd'hui, 50% de la population mondiale vit dans des villes. On sait que dans 20-25 ans, 80% de la population mondiale va vivre dans des villes. Donc les gens vont aller dans ces nouvelles urbanités. Et donc la France on est déjà un pays, il faut accepter qu'on soit un pays cosmopolite, et on va être une agglomération des métropoles monde. Oui, mais est-ce que la gauche, est-ce que l'Europe Écologie peut dire aux Français, vous qui êtes le maire d'une banlieue, pas facile, vous en parlez, on va en parler, vous pouvez dire, bah oui, l'immigration légale, c'est compliqué, ou au contraire, il faut l'accepter, c'est notre avenir. L'immigration illégale, voilà comment on va la combattre. Déjà, je pense que l'immigration légale, vous savez, quand on va chercher des médecins, notamment quand on va piller des pays d'Afrique du Nord et de partout où on peut pour faire venir les médecins chez nous, parce qu'aujourd'hui on a un problème de nombre de médecins, on enclenche un cycle d'immigration à la fois légale et illégale derrière. Parce que les gens, quand dans leur pays peuvent plus se soigner, il n'y a pas de développement économique, etc., obligatoirement, ils vont aussi aller chercher pour faire vivre leurs familles là-bas, ils vont essayer d'aller dans les endroits où il y a de l'activité et où il y a tout ça. Donc je crois qu'il faut... il y a à la fois l'immigration légale, on ne va pas... Puis c'est impossible de penser qu'on va en plus mettre autour de l'Europe ou autour de la France un mur et faire en sorte que les gens ne vont pas venir. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut avoir une réflexion sur quelle civilisation mondiale aujourd'hui on va construire demain. Qu'est-ce qu'on fait en un mot avec les immigrés tunisiens clandestins qui arrivent en Italie, qui reçoivent un permis de séjour et qui disent clairement qu'ils veulent venir en France parce qu'ils sont francophones et qu'ils aiment la France? Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez au pouvoir? Je veux dire, vous, les écologistes, vous... Je pense que déjà, je pense que ce qui se passe en Tunisie est important. Il y a aussi la mise en place d'un gouvernement tunisien qui fasse aussi que les gens aient un espoir dans leur pays. Parce que déjà, pour pouvoir rester dans un pays, c'est aussi avoir l'espoir qu'il se passe des choses positives. Donc moi, je sais, par exemple, quand on parlait des médecins, il y a beaucoup de médecins tunisiens qu'on a pris en Tunisie. Parce qu'il y a un niveau de formation élevé et tout ça. Donc, il y a des Tunisiens qui vont venir, c'est pas non plus des millions, etc. Il faut aussi relativiser les choses. Et donc, il va falloir petit à petit permettre l'intégration au fur et à mesure des gens qui arrivent. Alors, comment vous dites, dans votre livre, Pour en finir avec les dealers, vous proposez la légalisation du cannabis et vous dites d'une certaine façon que ça sera synonyme de fin des trafics et que ça peut régler une très grande partie des problèmes des banlieues. Aujourd'hui, on est dans une situation où on ne peut plus revenir on est dans une situation absolument... pour moi, d'où je le vis, catastrophique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des trafics qui se sont structurés, qui à un moment réglaient leurs affaires, j'allais dire à la bonne franquette, qui petit à petit, il y a eu beaucoup d'argent qui arrive, et aujourd'hui, on règle les comptes, ils se règlent des comptes à coups d'armes. Aujourd'hui, chaque semaine en France, là, on a encore eu le gendarme qui est mort dans un go-fast. Il y a 10 jours, c'était dans la banlieue de Toulouse, un jeune qui s'est fait tuer parce qu'il n'avait pas fini de payer ce qu'il devait. Il y a eu des morts en Seine-Saint-Denis récemment. Il y a eu un gars qui a pris une balle dans la tête pour un règlement de compte à Pantin. Enfin, un certain nombre de choses qui arrivent. Aujourd'hui, il y a des armes. Aujourd'hui, il y a ce trafic qui prend une ampleur terrible par rapport à la question notamment et principalement du cannabis. Aujourd'hui, on est dans une situation de non-retour. Il y a des gens, moi je ne sais plus à un moment quoi dire. On a eu juste un exemple. À Sevran, il y a 15 jours, il y a eu des règlements de compte entre bandes pour obtenir des lieux de deal, des endroits. Pour prendre l'endroit, on est venu à se tirer dessus.
Les gens sont effrayés. Et le seul moyen qu'il y a eu de régler ça avec la préfecture, c'est d'envoyer en masse des policiers pour faire une force d'interposition entre les groupes. Oui, des casques bleus qui sont les policiers entre les bandes et entre les bandes de trafiquants. Mais alors pour vous, aujourd'hui, la légalisation, ça permettrait d'éviter, alors qu'il pourrait y avoir d'autres drogues qui seraient de nouveaux La question, c'est qu'aujourd'hui, le cannabis, trafic. c'est une consommation de masse et qui n'est pas une consommation simplement festive. C'est une consommation au quotidien. Aujourd'hui, en France, 12 millions de personnes qui ont essayé, 4 millions de consommateurs chaque année, 1,5 million de consommateurs réguliers et près de 600 000 tous les jours de gens qui consomment du cannabis. Il faut bien comprendre que le cannabis dans le tableau des drogues, c'est à peu près, et pour certains scientifiques, c'est moins dangereux que l'alcool. Il faut qu'on soit dans une démarche. Aujourd'hui, l'alcool dans le monde tue 5 millions de personnes, 1,8 million de personnes dans le monde, le tabac 5 millions de personnes, les drogues, donc les drogues dures 300 000 personnes. Donc aujourd'hui, il faut qu'on ait une vision. Le problème qu'on a, c'est que la dépénalisation, on le voit au Portugal, la dépénalisation a permis de réduire le nombre de consommateurs par des campagnes de prévention. Aujourd'hui, moi je donne un chiffre qui est 650 millions. Là, on m'annonce beaucoup plus, c'est-à-dire pour plusieurs disent plus d'1 milliard d'euros dépensés chaque année dans la lutte contre les trafics de stupéfiants et notamment de cannabis. Mettons cet argent dans la prévention avec les problèmes de santé publique que ça crée. Fumer du cannabis n'est pas anodin. Aujourd'hui, c'est banalisé, mais c'est pas anodin. Voilà, c'est un vrai problème. Oui, c'est ça c'est ce qu'on explique dans le livre. Il y a énormément de problèmes. Il y a un problème de santé publique qui est très, très important. Mais donc, d'un côté, on légalise et de l'autre côté, on met de l'argent pour soigner les gens qui fument trop de cannabis. Comme l'alcool, pour faire des campagnes. Aujourd'hui, on a appris quasiment, enfin moi je me prends souvent en exemple, on a appris aussi à consommer modérément de l'alcool. Aujourd'hui, l'alcool dans notre pays fait nettement plus de ravages, enfin je viens de le dire, que le cannabis. Donc il faut être dans une forme aussi d'éducation pour expliquer aux gens que ce n'est pas anodin de fumer. Aujourd'hui, de plus en plus d'accidents, on estime au moins à 20% des accidents du travail qui sont liés au cannabis. Et maintenant, l'interdiction, on n'explique pas assez que c'est pas anodin. Le problème de l'interdiction, on est dans la prohibition, on est dans un système clandestin, comme on est sur une consommation de masse. C'est comme la prohibition de l'alcool aux États-Unis dans les années 30. Cette prohibition a fait qu'il y a énormément d'argent en parallèle. Et donc aujourd'hui, on a des réseaux qui sont des réseaux de trafiquants aujourd'hui et qui petit à petit deviennent mafieux, puisque investissent aussi de l'argent. Cet argent, il est investi. Et petit à petit, ils rentrent dans l'économie réelle. C'est-à-dire qu'avant, c'est vrai que les gars, ils cramaient leur argent en liquide, ils achetaient des grosses voitures et tout, ils se sont fait choper, donc ils font plus attention maintenant. Mais maintenant, il faut arrêter de prendre les gars, les jeunes des cités, aussi pour entre guillemets, excusez-moi, mais pour des cons. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui ont fait des études, ils sont entourés de gens qui sont des experts comptables, des avocats, tout un tas de gens. C'est un système mafieux. C'est un système mafieux qui est en train de s'implanter, qui est en train de s'installer aujourd'hui avec de l'argent qui va rentrer dans l'économie réelle, ce qu'on commence à voir. Et dans les 5-10 ans qui viennent, cet argent va influer dans l'économie, notamment en termes de travaux publics, etc. Système mafieux comme à l'italienne, où la mafia tient, par exemple, on sait très bien que la mafia tient les ordures ménagères en Italie. Voilà. Et donc après, on a le lien avec le politique, parce qu'il faut les marcher. Vous dites ça à Europe Écologie Les Verts, vous leur dites, il faut qu'on ait ça dans notre programme quand on aura enfin un candidat un jour. Moi, je dis qu'aujourd'hui, de toute façon, on est dans une situation. Chaque semaine, aujourd'hui, il y a des morts. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas ce que je réponds aux gens dans ma ville. Aujourd'hui, les gens, il y a 8000 personnes dans ce quartier dont je vous parlais tout à l'heure, qui me disent qu'est-ce qu'on fait, quelle est la réponse. La seule réponse que j'ai à leur donner, c'est de dire il faut qu'il y ait la police pour faire une force d'interposition. Demain, la réponse, ça sera il faut qu'il y ait l'armée pour faire une force d'interposition. Voilà, on est dans cette situation-là, on ne peut pas s'en sortir. Mais pourquoi il y a tellement de politiquement corrects, y compris dans la part des élus de gauche, sur toutes ces questions de difficulté de vivre, de délinquance, d'insécurité, d'immigration clandestine? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'aggiornamento, vraiment, de mise à jour intellectuelle, ou en tout cas, comme si dans le fond, les élus locaux le pensaient, le vivaient, mais n'arrivaient pas à le dire? Franchement. Moi, je pense qu'on ne voit pas le monde qui évolue. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on est au XXIe siècle. Je pense que la catastrophe au Japon nous fait entrer dans le XXIe siècle. Vous avez parlé des migrations, vous avez parlé de tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, on se refuse à voir la société et le monde qui évolue. Le monde du XXe siècle, il est terminé, y compris en termes d'économie. Aujourd'hui, c'est vrai que si vous ne parlez pas... Regardez, en France, on a 20 ans de retard en économie, notamment sur l'économie. Il faut que vous buviez un tout petit peu, on va parler d'Europe Écologie. On va écouter sur Europe Écologie et Les Verts, vous êtes le maire de Sevran et on a beaucoup parlé de l'appel de Sevran, celui que va lancer Nicolas Hulot sans doute la semaine prochaine. On parle du 14 avril, de chez vous, depuis votre ville. En tout cas, écoutez la réaction d'Eva Joly tout de suite.
Nous savions et nous espérions depuis longtemps qu'il serait candidat. Alors, tout dépend des conditions dans lesquelles il va être candidat. Et je crois qu'il a promis de le dire la semaine prochaine. Donc voilà, j'attends de l'entendre de sa bouche à lui. Voilà, il va le dire la semaine prochaine de sa bouche à lui. Alors, elle n'est pas la seule, hein. Vous savez qu'il y a Yves Cochet, il y a Noël Mamère, ils ont tous dit il va se déclarer à Sevran, en banlieue parisienne, le 13 avril, j'ai dit le 14. Et il y a un côté symbolique parce que c'est la banlieue. Ça montrera qu'il n'est pas l'animateur de Télé Paillettes, que c'est un Nicolas Hulot plus authentique, que c'est un Nicolas Hulot plus impliqué. Non, moi, ce que je tiens à dire, c'est que j'ai rencontré Nicolas Hulot et on a discuté aussi de sa vision qu'il avait, la vision du monde et justement des problèmes de société, ce fait de rentrer dans le nouveau siècle avec la catastrophe de Fukushima. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui, notamment lui, il le voit à travers le monde, c'est ceux qui subissent le plus les évolutions et cette nécessité de transition écologique, ceux qui sont les plus en difficulté aujourd'hui, c'est les catégories classe moyenne inférieure, les pauvres. Voilà. Et donc, cette question-là, pour lui, traverse, et je pense, va traverser son discours par rapport aussi à notre pays, à la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je le vois bien très concrètement, aujourd'hui on a un problème avec les énergies. Regardez, juste un mot. Par rapport au logement, si je prends juste le logement, aujourd'hui, par exemple, en France, dans le logement social, l'APL, l'aide au logement, va sur le loyer de base. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui explose? Ce sont les charges. Et ça, les gens n'ont pas de soutien par rapport aux charges. Est-ce que vous nous confirmez donc qu'il choisira la banlieue pour s'exprimer, pour casser un peu son image? La discussion qu'on a eue avec lui, c'est que moi, vous savez, j'ai invité pas mal de monde à Sevran. Donc, je l'ai invité à venir à Sevran. Et s'il le souhaite, il sera à Sevran pour déclarer ce qu'il a à faire. Le 14 avril, le 13 avril. Je pense que ça va se caler ce week-end. Le 13 avril. C'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, voilà, c'est sûr. Et il va s'avancer. Il a obtenu que les écologistes ouvrent les primaires à beaucoup plus de monde. Je pense que tout le monde a intérêt à ce que ce soit extrêmement ouvert, les primaires écologistes. Parce que je pense que pour avoir une vraie discussion et un poids face à quel que soit le candidat socialiste, par rapport au projet, sur les questions à la fois de banlieue, parce que vous l'avez très bien dit tout à l'heure, et notamment de fiscalité. Moi, ce qui me trouve, on ne parle pas de la fiscalité locale qui nous concerne en premier chef en banlieue, puisque c'est là où la fiscalité locale est la plus lourde aujourd'hui, notamment en Ile-de-France, en Seine-Saint-Denis par exemple. Pour pouvoir faire avancer des idées, il faudra que le candidat écologiste fasse le plus de voix, que ce soit sur le nucléaire, que ce soit sur ces questions de banlieue, que ce soit dans la transition écologique de notre économie. Il va falloir que le candidat fasse un poids et qu'il soit absolument nécessaire pour la coalition future. Mais Nicolas Hulot, il est devenu de gauche ? On va voir ce qu'il va dire. Vous savez, moi, j'entends tellement des gens de gauche. Vous êtes un ancien communiste, moi, je suis de gauche. Écologie. Attendez, j'ai pas de soucis. Ok, alors. Voilà. Donc, si vous êtes un copain de Nicolas Hulot, vous allez l'accueillir à Sevran la semaine prochaine, c'est qu'il est devenu de gauche, oui ou non? La question, et je souhaite, même s'il se dit de gauche, après moi ce que j'espère c'est des actes surtout, et des paroles et des actes. Voilà, c'est pas simplement dire je suis de gauche et je veux battre Sarkozy. Voilà. Ce qui va compter c'est qu'est-ce qu'il va dire. Il va le dire certainement, il va dire qu'il veut battre Sarkozy, ça oui je pense qu'on veut tous battre Sarkozy. Mais la question c'est qu'est-ce qu'il va y avoir dans le discours et qu'est-ce qu'il va y avoir derrière dans le projet. C'est ça qui est le plus important. Parce qu'en même temps on peut dire qu'on est de gauche, mais si on ne règle pas les problèmes, comme vous le disiez tout à l'heure, l'échec de la gauche quand même, c'est de ne pas avoir vu les évolutions de la société, pas avoir vu qu'il y a un monde, notre monde ancien s'est effondré et de donner des perspectives sur l'avenir. Moi je retiens, donc c'est la semaine prochaine, à Sevran, Nicolas Hulot, qui dira qu'il est de gauche et qui dira qu'il veut battre Sarkozy. Avec des propositions, j'espère, et un sens. Vous approuvez. Merci beaucoup. Merci Stéphane Gatillon d'être venu sur le plateau de BFM TV. On va décrypter, après le journal de Mathieu Coache, on décryptera justement ces propos de Claude Guéant. Pourquoi est-ce qu'il insiste autant sur l'immigration? À quoi cela fait appel? Avec Dominique Régnier qui a écrit un livre Populisme, la pente fatale. Et puis tout de suite donc le journal de Mathieu Coache. À tout de suite.